Et bienvenue à tous et à toutes à cette demi-journée d'études qui est intitulée La COVID, le Québec et le monde, avec trois petits points, un an plus tard. Pour ceux et celles que je n'ai pas eu la chance de rencontrer auparavant, je me présente, Jean-Benoît Cormier-Landry, je suis le coordonnateur scientifique du CIRS. L'événement d'aujourd'hui fait suite à la tenue d'un premier événement, comme vous le savez pour la plupart sûrement, qui s'est tenu sur le même thème en décembre 2020. À l'occasion de cette première rencontre, plusieurs membres du CIRS avaient déjà présenté des projets qui avaient été entamés tôt après le début de la pandémie pour analyser les conséquences de cette pandémie, justement, sur la recherche, sur les communautés de chercheuses, de chercheurs, avec souvent une attention particulière, en tout cas pour plusieurs des projets, au traitement des informations scientifiques et statistiques dans des milieux professionnels, d'enseignement ou de recherche, mais aussi au sein d'institutions gouvernementales ou dans l'espace médiatique là, plus largement conçu. Pour partie, les présentations d'aujourd'hui présentent des avancées de certaines de ces initiatives-là. D'autres vont nous présenter des réagencements, des orientations nouvelles qu'ont pu prendre dans la dernière année ces recherches ou ces projets. D'autres intervenants ou intervenantes encore là, viendront présenter de nouveaux terrains d'enquête. Quoi qu'il en soit, de notre côté, au CIRS, en décidant de relancer l'appel après quelques mois et pour prendre une nouvelle fois le pouls, disons, de ces interrogations-là, on a fait le pari, en quelque sorte, qu'il y avait là une occasion, en quelque sorte, double. Celle d'abord d'affiner le portrait qui avait été fait en 2020 à la lumière de certaines recherches qui ont été continuées ou entamées sur des aspects précis, puis dans une logique toujours au moins partiellement là, comparatiste. Il y avait toujours cette idée-là qui était au départ de comparer ce qui se faisait ou ce qui se vivait au Québec avec ailleurs dans le monde. Cet aspect-là de l'événement nous suit encore aujourd'hui. Puis, en fait, c'est pas une exigence claire qu'on a mis au moment de recontacter les gens, mais un second objectif pourra probablement être de prendre au moins une certaine mesure de ce qui s'est produit puis des effets qu'ont eu l'évolution des 12 ou 13 derniers mois par rapport au premier temps de la pandémie. Autrement dit, qu'est-ce qui diffère pour la recherche en STS et pour les projets qu'on peut mener à gauche et à droite au temps de la COVID 5.0 et des troisièmes doses de vaccins. Donc, avant tout, là, histoire de ne pas mettre la charrue devant les bœufs et de ne pas s'essayer à des essais de prospective et pour mettre en branle là, les travaux d'aujourd'hui. Quelques rappels très pratico-pratiques d'usage qui ne sont pas inconnus de ni l'un ni l'autre d'entre vous. Donc, le programme que vous avez, j'imagine, toutes et tous eu l'occasion de consulter détaille en quelques lignes là, les projets qui vont faire l'objet de présentation d'aujourd'hui. On y trouve les intervenants et, le cas échéant, les interlocuteurs, interlocutrices qui vont venir faire office de premiers discutants ou répondants, si on veut, pour les présentations que ça concerne. Pour chacune des présentations, on a alloué une durée d'environ 30 minutes, donc une première partie de cette demi-heure-là pour la présentation elle-même par les présentateurs et une autre, une quinzaine de minutes ou une dizaine de minutes pour la mise en perspective, là, une relance ou la présentation de contre-exemples par l'interlocuteur ou l'interlocutrice. En première moitié de rencontre, on aura donc 3 présentations, puis on a aménagé une petite pause d'une vingtaine de minutes pour suivre ce premier bloc. 2 autres projets vont nous être présentés par la suite. On les a rassemblés puisqu'ils ont en commun de faire l'objet d'une discussion immédiate de la part d'un interlocuteur déterminé. On ne les mettra pas de côté pour autant. À la lumière des échanges qui auront précédé, on pourra collectivement poser les questions qui vont susciter inévitablement. En fin de parcours, finalement, on a choisi de proposer aussi une discussion plus large où on pourra tenter des essais de synthèse, de conclusion là, à la lumière de ce qui est des discussions qui auront eu lieu. Ce sera bien sûr l'occasion de tisser des liens entre les projets ou d'en élargir les perspectives. Finalement, comme c'est le cas pour plusieurs des événements qu'on tient, mais celui de cet après-midi fait l'objet d'un enregistrement pour une diffusion ultérieure via notre médiathèque du site Internet du CIRS. Vous pouvez bien sûr activer et désactiver votre caméra selon votre convenance. On vous demande bien sûr de fermer votre micro le temps des présentations. Les tours de parole seront gérés ensuite à la suite des présentations au meilleur de notre habilité à saisir au vol vos petites mains jaunes levées dans le logiciel.
Alors, sans plus attendre, je vois que François et Jean-Hugues ont été déjà préparés à leur présentation et que le partage d'écran fonctionnait. Alors, je leur cède la parole et l'écran pour un projet qui s'intitule donc La science dans l'espace médiatique en temps de pandémie, extension du domaine de l'enquête. À vous. Merci beaucoup, Jean-Benoît. Bonjour tout le monde. Très heureux de présenter cette recherche qu'on mène Jean-Hugues, Olivier et moi. Donc, c'est vraiment une extension de ce qu'on a présenté il y a un an. Tu peux aller tout de suite à la prochaine diapo, Jean-Hugues. Oups, pas trop vite par contre. Le contexte, c'est le suivant. Donc, d'un côté, on a les études sociales des sciences et technologies qui nous montrent que la science est plurielle, c'est plutôt les sciences. Hein? Les sciences sont extrêmement diversifiées et sont immiscées dans de nombreux espaces sociaux. Ça, c'est d'un côté, c'est ce que le champ STS nous montre depuis des décennies. De l'autre, on a les médias généralistes et la littérature nous montre aussi que les médias généralistes offrent une source d'une représentation de la science, une source qui est assez simple en fait. Premièrement, il y a une faible proportion des nouvelles scientifiques par rapport à leur poids dans le monde, le monde contemporain. On parle de 3 à 5 des nouvelles qui sont scientifiques. Il y a un accent mis sur habituellement sur les découvertes bizarres, sur les découvertes qui auraient un impact potentiel sur la santé personnelle et sur nos habitudes de consommation. Et ces nouvelles ont rarement des liens explicites avec d'autres champs sociaux, incluant le champ politique, le champ économique et le champ culturel. Donc, ça, c'est en gros ce que la littérature sur la représentation médiatique des sciences nous montre. Bien entendu, cette représentation-là est dynamique, elle change avec le temps. Et donc, Jean-Hugues et moi, quand la pandémie a frappé, on s'est dit, hey, est-ce que ça va changer donc la représentation médiatique de la science? Et c'est ce qu'on s'est attelé à mesurer. Donc, est-ce que la pandémie est un moment distinct? Ce qu'on a trouvé, tu peux aller à l'autre diapo. Dans notre premier papier, qui était vraiment le corpus qu'on utilisait, c'était la première vague de la COVID au Québec, donc mars à juin 2020. On a trouvé que la science était plus présente dans les médias pendant la pandémie, contrairement le contraste était 2017 au début 2020. Elle était moins contemplative, donc moins représentée comme moins visant à découvrir et moins pratico-pratique au sens de changer nos habitudes de consommation. Elle était en fait plus associée à l'action gouvernementale. Elle était aussi plus associée à de l'incertitude et elle était aussi plus intéressante pour le public, c'est-à-dire qu'elle était elle faisait plus l'objet de plus d'interactions sur les médias sociaux. Et donc, ce qu'on vous offre maintenant, c'est des réponses aux questions suivantes. Est-ce que ces mêmes changements sont visibles ailleurs ou était-ce une spécificité québécoise? Et est-ce que ces mêmes changements se sont maintenus sur une plus longue période? Est-ce que c'est un phénomène persistant? Est-ce que c'est simplement un petit moment, 3 mois de boom de science ou bien ça dure jusqu'à aujourd'hui? Alors, c'est parti, on vous fait ça. On a été chercher deux corpus, un corpus, donc une extension du corpus qu'on avait utilisé précédemment, c'est-à-dire les médias québécois ou francophones canadiens, mais là, on a inclus aussi des médias anglophones canadiens et on a étendu la période jusqu'au 30 novembre 2021, donc plus que 18 mois de plus. Et aussi, on a un corpus Facebook qui, comme complètement disjoint, c'est le corpus de l'Europe francophone sur donc les publications Facebook des médias de la francophonie européenne. La première extension, c'est moi qui la présente, c'est moi qui a travaillé principalement là-dessus. C'est le corpus de l'Observatoire de la circulation de l'information maintenu par Sylvain Rochelot qu'on remercie. On prend la période 2017 jusqu'à 2021 en novembre. On parle de 6,2 millions d'articles. Vous voyez la décomposition. Je vous ai mis la tendance temporelle là, des articles en français et en anglais. Le trou que vous voyez à droite, là, la faille, c'est pauvre Sylvain qui s'est fait pirater sa base de données à ce moment-là. Donc, il y a un petit problème, mais c'est facile à gérer dans notre analyse. Première question, est-ce qu'il y a plus de science? Donc, notre premier résultat se généralise. C'est un effet un peu moins fort que ce qu'on a vu. Donc, avant la COVID, 8% des nouvelles étaient détectées comme scientifiques selon notre méthode. Notre méthode est assez bête, mais on l'a validée avec un travail
manuel de validation des articles repêchés. C'est tout bête. C'est les articles qui ont ces bouts de mots-là, là, science chercheur en français, puis science and research en anglais, sont considérés comme des articles qui sont liés à la science. Donc, vous voyez la tendance, il y a une augmentation. On s'est demandé aussi si c'était fortement lié avec les vagues de la COVID. On voit qu'il y a une corrélation de 0,34, mais ce n'est pas énorme en fait, là. Donc, en gros, pendant la période, vous voyez qu'il y a des fluctuations, mais ce n'est pas une fluctuation qui suit tant que ça les vagues de la COVID au Canada. Deuxième résultat, donc on se demandait, cette science est-elle différente dans son contenu? Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les verbes de la science, les verbes qui sont associés avec le contenu scientifique. Vous voyez que le turquoise, je pense, ou vert en tout cas, vert et violet. Vert, c'est avant la COVID, violet, c'est après. Ce qu'on voit, c'est qu'elle est moins contemplative. Vous voyez, le verbe qui était le plus distinctif en français, c'était découvrir avant la COVID. Aujourd'hui, c'est vacciner, infecter, conseiller, des trucs comme ça. Et moins pratico-pratique, quand vous voyez manger, consommer, comme on vous le disait, eat en anglais, très, très tourné autour de la consommation. On a plus ça maintenant. On est vraiment, bien sûr, dans une science de pandémie. Mais on voit donc ce qui est écarté. Hein. Bien entendu, on savait que ça allait parler de vaccins, mais on voit aussi que c'est moins autour de la découverte et de manger et consommer et tout ça. Donc ça reste aussi. Ensuite, l'autre question, c'était est-ce que c'est plus lié à l'action gouvernementale? Donc, on s'est dit, on veut voir si c'est plus lié au champ politique en général ou à l'action gouvernementale en tant que telle. Donc, on a des champs sémantiques, des lexiques, en fait, de mots qui sont associés au gouvernement, associés à la politique partisane et associés à l'administration de la justice. Et on voit, en fait, qu'il y a un recul sur la politique partisane et sur l'administration de la justice, mais une augmentation du lien avec le gouvernement. On voit aussi que dans le temps, et j'ai mis une tendance temporelle ici, on voit qu'il y a un petit déclin à travers la pandémie, là, mais c'est non significatif, premièrement, et deuxièmement, très faible. Donc, le lien avec le gouvernement, science et gouvernement sont plus étroitement liés depuis le début de la pandémie. Ça se poursuit. Ensuite, je pense que le dernier résultat de mon petit bloc, reviens un petit peu, tu as le trigger happy aujourd'hui, Jean-Hugues. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. C'est est-ce que la science dans le champ médiatique de façon habituelle est considérée, est représentée comme quelque chose d'un peu inévitable, comme quelque chose qui amène des certitudes, ainsi de suite, tandis que le champ STS a démontré depuis très longtemps que la science est notre moyen privilégié de gestion de l'incertitude et elle-même est productrice d'incertitude. Donc, est-ce que ça se voit plus dans le champ médiatique aujourd'hui? Eh bien, on avait ça dans notre étude précédente, puis ça se retrouve encore ici. À gauche, vous avez le corpus anglais, à droite, le corpus français. Un truc qui est intéressant que j'aimerais que vous notiez, c'est que cette augmentation-là de l'expression de l'incertitude est revenue à son taux pré-COVID au Québec, mais pas dans le rest of Canada. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, il faudrait faire une étude plus poussée, mais c'est un résultat qui, à première vue, demande explication. Suite de notre étude, je pense que c'est toi, Jean-Hugues. Oui, c'est à mon tour. Voilà, bon, il faut passer de Zoom à Firefox. Merci beaucoup, François. Alors, il faut se dire que aussi que la partie que François a analysée, c'est essentiellement donc sur le corpus des médias publiés dans les sites web des médias. La deuxième extension qu'on a faite, c'est sur l'Europe francophone, essentiellement dans les publications Facebook de médias de la francophonie. Alors, lesquels médias parle-t-on? On est allé chercher 75 médias en France, 7 en Belgique, 8 en Suisse. Pour arriver il a fallu faire un échantillonnage. Je vais commencer par ramasser tous les posts Facebook de plus de médias que ça, publiés du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2021. Mais ensuite, j'ai fait un échantillonnage pour faire en sorte que le nombre de publications ressemble à la proportion de la population francophone dans chacun de ces 3 pays-là. Alors, c'est pour ça qu'on a des proportions de près de 90% de contenu qui vient de France, 7,4% de Belgique et 3,3% de Suisse. Voilà la proportion de la population dans chacun des 3 pays. Et voici donc la liste des médias qui se sont donc retrouvés dans notre échantillon de posts Facebook. Les médias français, ils prennent trop de place. Il n'y a pas assez de place pour tous les montrer, mais vous avez une idée avec les médias belges et suisses. Alors, en Belgique, c'est des médias comme RTL, Le Soir, la RTBF. En Suisse, Le Matin, la RTS, la radio-télévision suisse. Donc, la plupart des grands médias donc, sont représentés dans notre corpus.
voici la proportion de publications qu'il y a par mois. Je fais cette vérification-là juste pour voir si on avait un échantillonnage qui était égal, à peu près égal dans le temps. Il y a moins de publications au début. C'est peut-être un effet tout simplement de l'outil que j'ai utilisé qui s'appelle CrowdTangle, qui est un API qui est offert par Facebook, il faut bien le dire, là. Alors, peut-être que leur corpus, peut-être qu'ils font un ménage dans ce corpus-là dans le temps, là, et qu'on a moins de publications quand on recule dans le temps. Première répartition qu'on a fait dans ce corpus, c'est de séparer la période COVID de la période pré-COVID. Elle commence où? La période COVID, pour le savoir, on a regardé dans le texte des publications Facebook la présence de mots-clés comme virus, COVID, SRAS-CoV-2. Et comme on l'avait fait avec le Québec, au Québec, on a l'inflexion de ce nombre, de cette proportion de publications reliées à la COVID avait commencé au Québec le 1er mars. En Europe, on avait 3 pays, des crises sanitaires qui avaient commencé à des dates différentes, mais dans les médias, cette inflexion là, commence vraiment le 19 février. Alors, c'est le début de notre période COVID, c'est cette date-là. Ensuite, on a posé des questions qui ressemblent à ce qu'on a fait aussi dans notre corpus de pages web de médias. On a regardé la proportion pour voir quelles sont les publications Facebook qui sont liées à la science. On a regardé ces mots-clés-là, science. J'ai ajouté science avec un C et science avec un T. Je me suis rendu compte qu'il y avait une ville dans laquelle qui commence à apparaître SCIEN. Il y avait des publications sportives. Donc, il y avait des faux positifs là, que j'ai cherché à éliminer. J'ai également, parce que c'est un corpus Facebook, examiné, il y a un champ là, dans ce qui nous est retourné par CrowdTangle qui est un lien. Quand une publication est un lien vers une page web, j'ai regardé vers quelle page web ce lien-là est fait. Ici, dans l'URL en question, il y a le mot « science ». Je l'ai ajouté. Alors, parce qu'il s'agit donc d'une publication d'un média qui a fait un lien vers sa section sciences. Okay? Et ce qu'on remarque, donc, c'est que ça nous permet de répondre à la première question. Est-ce qu'il y a eu également dans Facebook plus de sciences du côté de la francophonie européenne? Et oui, la proportion totale de publications Facebook liées à la science en période pré-COVID était d'à peu près 1,4 %. Après la COVID, après le début de notre période COVID, ça a passé à 2,0 %. C'est une croissance de 44 % dans la proportion de publications liées à la science. Maintenant, sont-elles plus populaires? Le corpus Facebook nous sert à répondre à cette question-là, à vérifier cette affirmation-là de M. Quirion qui disait dès le départ de la pandémie que c'était une belle occasion, que la science suscitait plus d'intérêt qu'en temps normal. Ben voilà, on l'a vérifié. Est-ce que ça s'était vérifié au Québec? Est-ce que ça se vérifie également donc en Europe? Puis bon, les interactions, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, c'est la somme de toutes les façons d'interagir avec du contenu dans Facebook, soit en le partageant, en le commentant ou en enregistrant l'une des 7 réactions que vous connaissez bien. Et donc, les publications liées à la science ou non, et la période COVID ou non, on a réparti la distribution de ces interactions-là dans ce diagramme dans lequel on fait un petit zoom in ici. Alors voilà. À gauche, vous avez la période pré-COVID et en bleu, c'est les publications qui ne sont pas liées à la science. En rouge, celles qui le sont. Vous voyez qu'à la période pré-COVID, la médiane du log des interactions, c'est ce qui est représenté ici, ça ressemble pas mal avant que la COVID commence. Mais après qu'on soit en période COVID, vous voyez que les publications liées à la science enregistrent, et puis c'est un log là, des interactions qu'on a faites, puis c'est la médiane qui est ici. C'est sensiblement, c'est plus important. Et on a fait un test T qui nous montre que cette différence-là, en période COVID, entre les publications liées à la science et celles qui ne le sont pas, cette différence-là, elle est significative. On a une autre représentation ici, en prenant cette fois-ci la moyenne géométrique des interactions. Encore une fois, avant que la COVID commence et après, vous voyez que, et ça nous permet de répondre à la question, est-ce que la science est plus intéressante? Elle l'est. La COVID fait en sorte que dans les publications Facebook des médias de la francophonie, ils ont enregistré, leurs publications scientifiques ont enregistré à peu près 15 % de plus d'interactions entre la période avant si on compare la période pré-COVID à la période COVID.
Et si on compare seulement en période COVID la moyenne géométrique des interactions entre les publications Facebook qui ne sont pas liées à la science avec celles qui le sont, mais là, la différence est de 13,5 %. Donc, la science semble plus intéressante, même sur Facebook. On a également distribué la moyenne géométrique par mois de ces publications Facebook-là. La ligne brisée bleue, c'est la moyenne des interactions des publications qui sont liées à la science. La ligne brisée rouge, c'est celles qui ne le sont pas. Alors, vous voyez, en période pré-COVID, parfois, certains mois, c'est les publications liées à la science qui enregistrent une moyenne supérieure à celles qui ne le sont pas. Mais en période COVID, on voit que c'est presque toujours, les publications liées à la science qui enregistrent une moyenne d'interaction supérieure. Il y a juste dans les derniers mois où ça a glissé en dessous et que le mois où les publications liées à la science dans Facebook ont enregistré le plus d'interactions, c'est immédiatement dans les premiers mois de la pandémie. Alors ça me semble aussi révélateur comme résultat. En conclusion, donc, en gros, les conclusions qu'on avait, que François et moi et Olivier avions dans notre première étude, elles peuvent être généralisées au Canada anglais et aussi à la francophonie à l'extérieur du Québec. La science, depuis la COVID, elle est plus présente. Elle est tout aussi, elle charrie tout autant plus d'incertitudes qu'en période non-COVID. Elle est aussi plus associée à l'action gouvernementale, donc à d'autres champs sociaux. Et dans Facebook, elle semble aussi susciter davantage d'intérêt. François, sur les tendances temporelles variables sur les 21 mois. Oui, c'est ça. Donc, comme vous avez vu, tout simplement, comme vous avez vu, on a mis les tendances. C'est quand même intéressant parce qu'il y en a qui retournent vers la normale. Il y a des cas intéressants. Il y a une analyse plus fine à faire sur les moments de la pandémie puis leur lien avec ces différentes variables, ces différentes représentations de la science. Merci. Merci. Puis, alors, je vais cesser mon partage d'écran ici. Et puis, on a oublié de le présenter, mais on a notre discutant, Pascal Rico de l'Université de Tours. Est-ce que c'est Jean-Benoît ou c'est nous qui présentons Pascal? Excusez-moi, je cherchais mon bouton. Tu peux peut-être aller, Jean-Hugues, je n'ai pas les infos avec moi. Oui, pas de problème. Oui, Pascal, donc, enseigne les professeurs au département de communication et d'information de l'Université de Tours, mais aussi, on se connaît parce qu'il était prof invité à l'Université, à l'UQAM, en quelle année déjà, Pascal? En 2018, excusez-moi. 2018, oui. Et il coordonne le comité de rédaction de la revue Les Cahiers du journalisme, donc une revue scientifique sur le journalisme. Alors, Pascal, la parole est à toi. Merci. D'abord, merci pour votre présentation. Alors, moi, j'avais eu la chance d'avoir déjà une vision de votre présentation, effectivement, avant. Et alors, c'est vrai qu'en préambule, je voulais dire deux, trois choses avant de, effectivement, noter les points qui me semblaient vraiment essentiels, importants par rapport à cette présentation, et puis les remarques après, peut-être les questions qu'elle soulève ou les questions qui sont peut-être, qu'il faudrait peut-être envisager, mais là, dans une perspective peut-être comparative un peu différente de celle que vous présentiez. Alors, c'est vrai que dans une période où leur contribution, en tout cas la contribution des médias, a été particulièrement essentielle à la compréhension donc d'une pandémie, de ses caractéristiques, de ses risques, c'est vrai qu'au-delà d'une fonction de prévention, alors je ne sais pas si peut-être le côté pratico-pratique d'ailleurs finalement moins présent, comme vous l'avez effectivement pointé du doigt, je ne sais pas si on peut considérer que la fonction de prévention des médias elle rentre dans cette catégorie du pratico-pratique ou comment on pourrait le classer autrement. Mais ça a permis en tout cas de toucher du doigt les conséquences et enjeux d'une situation sanitaire inédite, du moins à l'échelle effectivement de l'histoire des médias modernes. Je pense qu'il n'y a pas effectivement, en tout cas je ne vois pas d'autres exemples aussi flagrants dans ce cadre-là. Alors, on s'inscrit en tout cas dans un cadre particulier qui est celui en partie d'un service fourni au public pour avoir des clés de compréhension
a priori, et à minima donc des informations pratiques. Seulement, cette fonction, il me semble, dans laquelle on attend notamment les médias publics, n'a été au mieux que partiellement remplie. Et ça, c'est effectivement une perception qu'on peut avoir en tant qu'auditeur, ou téléspectateur ou lecteur de la presse, brouillée par des décisions aux mesures contradictoires. On l'a vécu ici, vous l'avez vécu également au Canada, des discours d'experts parfois trop souvent dissonants, mais bon, c'est lié aussi à cette fameuse incertitude, mais aussi par une méconnaissance tout simplement du virus au début. De toute façon, c'est clair. Et peut-être que ça explique, d'ailleurs, c'était intéressant ce point-là, de voir que le taux de... La question de l'incertitude au Canada actuellement, elle est revenue, je crois que vous l'avez dit, au niveau de ce qu'elle était avant la pandémie. Donc, c'est peut-être aussi le Exact. signe qu'il y a une compréhension supplémentaire de cette pandémie, et ça explique peut-être aussi cette donnée. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça a posé effectivement la question du décalage, voire de l'incompatibilité entre le temps des médias, aussi celui des politiques et enfin celui des scientifiques, même si ce n'est pas un point que vous abordez directement. Alors c'est vrai que l'incertitude, c'était notre campagne et elle le reste. En tout cas, c'est vrai qu'en France, il y a encore pas mal en tout cas, de points d'incertitude. C'est comme ça qu'on le vit. Alors, ce que je voulais d'abord souligner, c'était la rigueur méthodologique, notamment l'échantillonnage proportionnel à celui de la population francophone entre la France, la Belgique et la Suisse. Je trouvais ça effectivement très bien. C'était effectivement, globalement, je trouve ça effectivement, en termes de méthodologie, très, très rigoureux. Et notamment, ce point-là m'a effectivement frappé. Je trouvais que c'était intéressant d'aller jusqu'à cette précision-là. Moi, bon, quelque part, ce qui manque ici, c'est le public, c'est l'oubli du public et de sa sensibilité à un sujet donc anxiogène, qui peut expliquer peut-être d'ailleurs le plus grand nombre d'interactions sur Facebook aussi. Donc cette question toujours de l'incertitude, mais aussi cette dimension anxiogène qui a pu engendrer surtout, et on voit bien au début sur ton graphique, Jean-Hugues, on voit bien effectivement là ce pic énorme en janvier, je ne sais plus exactement, mais janvier-février 2020. Effectivement, oui. 2021, 2020, oui. Au début de la pandémie, oui. Voilà, oui, oui. Et donc, donc, oui, et la question, c'était de savoir aussi si les médias sont contraints volontairement véhiculer un ou des messages anxiogènes concernant l'épidémie, dans quelle mesure, effectivement, aussi, mais ça, c'est une autre dimension, ça a pu correspondre à une ligne éditoriale particulière, dans quelle mesure la ligne éditoriale, d'ailleurs, de ces médias a pu évoluer par rapport au traitement, notamment scientifique, de cette question-là. C'est des questions que mais c'est vrai qu'encore une fois, je sais bien que ce n'est pas en lien direct avec ce qui a été présenté, mais c'est des questions que je me pose. Alors, par rapport à notre point, alors je ne sais pas si et puis après, vous me direz si vous voulez réagir ou si on peut échanger, et ensuite je reviendrai sur deux, trois choses. C'était le double corpus. Alors, je ne sais pas si la finalité, effectivement, c'est d'être dans une approche comparative, de vouloir comparer effectivement les deux terrains et donc ces deux corpus. Mais je m'interrogeais quand même sur ce double corpus et surtout savoir si vous ne craignez pas que l'étude des publications Facebook des médias francophones donc en Europe ne représente un biais dans la perspective finalement de cette comparaison. Parce que justement, on a aussi, on voit bien une information qui va susciter un certain nombre de réactions, etc. Et je pense qu'il y a aussi, ils ont bien remarqué également qu'il y avait une appétence particulière à un moment donné des internautes par rapport, enfin, de ceux qui sont sur Facebook par rapport effectivement à ces questions-là. Et puis, donc, il y a d'un côté la présence du public, de toute façon, sur Facebook, et de l'autre côté, l'absence du public pour les publications, effectivement, sur les sites internet, hein, c'est bien ça, des médias canadiens. Maintenant, je ne sais pas s'il y avait effectivement, si vous avez regardé les commentaires par rapport aux publications sur internet,
Mais peut-être que c'est pas possible malheureusement. Enfin, malheureusement. ce n'est pas offert d'entrée de jeu par Facebook. Il y a d'autres systèmes qui le permettent, mais avec autant de pages différentes, ça aurait été un travail trop considérable. Oui, mais c'est vrai que ce serait super intéressant, effectivement, de pouvoir justement de voir un peu la nature, l'importance et aussi les fluctuations au niveau des commentaires sur les articles des sites Internet par rapport, effectivement, aux fluctuations des interactions sur les articles publiés sur Facebook. Là, c'est vraiment, je pense que ce serait effectivement une étude intéressante. Mais après, je ne sais pas, comme tu dis, si il faut avoir des outils qui le permettent. Là, il y a peut-être une limite à ce niveau-là. Voilà, On a le nombre des commentaires, mais on n'a pas le contenu. D'accord. Je ne sais pas si vous voulez réagir déjà à ces quelques points. Et après, on peut encore. Après, j'ai encore 2-3 choses, hein, mais comme vous le souhaitez. François, oui, là-dessus. Non, vas-y, Jean-Luc, oui? vas-y. OK. Ben oui, c'est vrai, le double corpus, c'est vrai, c'est comme une étude à deux têtes, dans le fond, parce que qui représente bien aussi quels sont les intérêts de recherche de François et les miens, là. Je pense que c'est complémentaire si on étudie aussi parce qu'il y a énormément d'études qui se penchent, qui ont des corpus médiatiques, mais je pense qu'il est de plus en plus important de ne pas s'en tenir qu'à ce qui est publié dans les médias ou les sites web de ces médias-là maintenant. Je pense que c'est important d'adjoindre aussi ce que ces mêmes médias proposent dans les médias sociaux. On prend Facebook parce que c'est celui pour lequel les données sont les plus facilement accessibles. C'est celui aussi qui est le plus utilisé par les médias, puis consulté aussi par les publics, là, selon le Digital News Report et tout et tout. Alors, on les met. Puis il y en a, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'études qui jumellent ces deux corpus-là, qui regardent ces deux corpus-là, puis ils sont en parallèle, on ne les mêle pas. Et puis on a poursuivi notre première étude était déjà double, un double corpus de publication médiatique et de publication dans Facebook, mais dans le même territoire, par les mêmes médias. Là, on a fait une extension dans deux directions différentes. Du côté des médias Canada anglais, du côté du Canada français, c'est-à-dire, et du côté des publications Facebook, on a franchi l'océan. François, c'est bon? Oui, juste savoir, moi j'ai un peu perdu le fil du temps. Jean-Benoît, dis-nous combien de temps. Voilà, c'est la question aussi. Donc, le prochain est prévu pour E35, donc dans 1 minute. Mais si François, tu veux ajouter quelque chose, non, je parlerai plus tard. Pascal, si tu as autre chose, si tu as un autre commentaire à faire, je te laisse la. Oui, j'en ai 2-3 minutes. Je pense que François Gelé. Oui. Alors, toujours par rapport à cette question du public, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir confronter les chiffres de l'augmentation très relative, finalement, des informations consacrées à la science. Alors, je parle des médias, là, ici, du Canada francophone. Depuis mars 2020, la perception qu'en ont les publics de ces médias, et plus précisément, donc les représentations que ces publics ont de ce traitement médiatique. Alors ça, effectivement, ça serait une toute autre étude, mais ça serait intéressant, effectivement, de pouvoir le confronter. On serait plus dans une étude de type sociologique. Une étude de réception, oui. Une étude de réception, voilà. Alors, 2 choses encore. Pour l'étude des médias Canada, côté canadien, vu le peu de variations, est-ce là la démonstration que le traitement médiatique de la pandémie s'inscrit peu dans une thématique scientifique et correspond à un champ lexical éloigné de la science? Parce que là aussi, on peut se poser la question par rapport à l'ensemble des informations traitant de la Covid, dans quelle mesure, quelle est la proportion finalement des informations où on va retrouver effectivement ces fameux items, les mots-clés que sont la science, la recherche, etc. Et puis deuxième chose qui m'avait frappé aussi, par rapport aux études des médias francophones, donc en Europe, par rapport à Facebook, c'était évidemment l'augmentation, mais bon, bien dit, assez incroyable d'articles liés à la science, plus 44%, comme tu le disais. Plus d'interaction aussi sur les articles liés à la science, ça se manifeste, et de façon encore plus spectaculaire, effectivement, pour les interactions. Alors, après, on peut se demander, est-ce que c'est un effet du canal d'information ici utilisé? Et puis, la question du rapport du public à l'information est ici d'autant plus essentielle. Donc,
Voilà, donc il y a effectivement peut-être là aussi des petites pistes à creuser. Voilà. Oui, effectivement. Oui, à quoi est dû cet effet? D'autant plus que ce qu'on remarque aussi, c'est que Facebook est utilisé par les médias essentiellement comme une vitrine. C'est juste aller voir nos contenus. Bon, il n'y a pas vraiment de journalisme, il n'y a pas vraiment de reportages qui sont proposés dans Facebook. C'est juste un outil publicitaire. Donc, d'où l'intérêt aussi de constater cette hausse là, dans la proportion d'articles scientifiques, même dans Facebook. Là. Mais merci pour ces pistes, Pascal. Ça va enrichir nos travaux futurs. Pascal, François, est-ce que tu voulais glisser un dernier mot de la fin? De remerciements, oui, mais je pense qu'on va pouvoir continuer à discuter. Merci beaucoup, Pascal. Fort intéressant. Parfait. Donc, merci François. Merci, M. Rico, et mes excuses d'avoir pas eu sous la main ce qu'il fallait pour vous présenter en bonne et due forme. Alors, merci à Jean-Hugues d'avoir pris le relais pour moi.